Je suis très heureuse d'être là parmi vous et d'introduire donc cette deuxième table ronde du forum Séisme, Éduquer pour transformer. Et je vous demande d'accueillir Eric Itty, vice-président de l'Université de Rennes et responsable de toute la partie développement durable de l'université. Flore Vasseur, écrivaine, journaliste, réalisatrice, beaucoup de métiers à son actif. Et Luc Avadi, chercheur et responsable de beaucoup de programmes à la Sorbonne et membre du groupe de travail Jouzel sur l'enseignement. Donc, nous sommes ici dans cette deuxième table ronde qui suit celle qu'on a fait sur l'emploi et trouver des métiers qui ont du sens. Et pour pouvoir se donner les moyens d'avoir les métiers qui ont du sens, le facteur de l'éducation est extrêmement important. Et donc, aujourd'hui, nous avons 3 intervenants pour en parler. Pour me présenter très brièvement, je m'appelle Eulalie Chabert, j'ai 23 ans, je suis encore étudiante. Et je fais partie du collectif Point Réveil écologique qui a été créé il y a 5 ans à la suite du manifeste des étudiants pour un réveil écologique où 30 000 étudiants ont affirmé que, à la fois dans leur formation n'était pas adaptée aux enjeux de la transition et les jobs qu'on leur proposait à la sortie n'étaient pas du tout alignés avec leurs valeurs. Et donc depuis 5 ans, on essaye de faire évoluer les établissements supérieurs sur ces questions. Et donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir en discuter avec nos 3 invités. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun vous introduire en expliquant comment vous êtes arrivé sur ce sujet de la transition et de l'éducation et est-ce que vous avez l'impression que depuis ces quelques années, notre manifeste en 2018, les choses ont évolué déjà ? Alors, comment j'en suis venu là ? Alors, donc je suis évidemment enseignant, chercheur. J'ai toujours voulu m'engager dans ce que je faisais. Donc je me suis engagé en tant que directeur de la faculté de pharmacie. Ensuite, j'ai voulu aller encore un petit peu plus loin. Et quand je suis arrivé à ce poste de vice-président du conseil d'administration, je pouvais prendre la fonction finance, la fonction RH ou d'autres fonctions, patrimoine. Et en fait, c'est la fonction développement durable et responsabilité sociétale qui m'a attiré. Et j'ai constaté qu'à l'université, on ne le sait pas assez, il y a quand même pas mal de choses qui se faisaient, voilà, soit par endroit, soit par collectif, mais il n'y avait pas une structuration forte. Donc on avait une photographie assez intéressante de ce qui se faisait, mais il n'y avait pas une démarche inscrite vraiment dans la stratégie de l'établissement. Donc quand j'ai pris cette fonction-là, j'ai proposé donc au président de l'inscrire pleinement dans la stratégie de l'université. Alors, il faut rester humble, hein. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais de l'inscrire vraiment au cœur de la stratégie, eh bien, ça change vraiment les choses. Et là, dans les quelques années qui viennent de passer, on voit qu'au niveau national, les choses ont énormément changé. Donc, on s'appuie évidemment là-dessus pour le faire. Dans notre université, les choses ont également énormément changé. Donc, on s'est structuré pour pouvoir accompagner cette démarche. Et aujourd'hui, on est en train d'accélérer. Et on pourra en dire un petit mot après. Alors, évidemment, une université, elle a forcément un impact très fort sur son territoire et évidemment au-delà. On forme 37 000 étudiants. C'est pas rien. Donc, c'est 37 000 étudiants qui, demain, seront dans la vie active, donc qui vont faire évoluer les choses et donc venir s'engager donc dans les entreprises de demain. Et donc on a évidemment ce rôle de les préparer au mieux aux enjeux de demain, et c'est ce qu'on va s'efforcer à faire, donc évidemment. Bonjour à tous, moi je suis très très honorée d'être là parce que je me rends compte que je suis entourée de grands universitaires pour parler d'un sujet fabuleux qui est donc l'éducation, et je me sens totalement illégitime puisque je ne suis pas universitaire, ni prof, ni quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, ça arrive. Mais néanmoins, le sujet qui est posé, qui est donc quand est-ce que ça percute en fait, je peux que vous parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai toujours cru dans le pouvoir de l'école et de la méritocratie. J'en suis un bon exemple, puisque j'ai toujours travaillé à l'école et j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Et donc, j'ai fait une très grande école. Et puis après la très grande école, j'ai
j'ai fait exactement ce que la très grande école m'avait dit de faire, c'est-à-dire HEC, créer une entreprise à New York pendant la première bulle Internet. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans l'application parfaite du code. Et j'ai vécu les attentats du 11 septembre à New York. Et en fait, la révélation de ces attentats, c'était pour moi que tout ce que j'avais appris jusqu'à présent ne servait strictement à rien. Voilà. Donc, qu'il me fallait absolument... Alors, je sais que la précédente table ronde, vous avez dit qu'il ne fallait pas dire bifurquer, mais néanmoins, voilà, ça a été... Mais en fait, qu'il fallait que vite je me départisse de tous les concepts, etc. Que je me suis retrouvée quand même assez nue, parce que c'est vrai que tous ces savoirs, c'est quelque chose qui vous structure et qui vous donne une ossature, et que c'est à partir de ce moment-là, donc ça fait longtemps, que finalement je me suis mise à désapprendre et à réapprendre autre chose, avec peut-être une forme d'université de la vie et de personnes qui étaient aussi je dirais pas en but, mais en colère ou en recherche de déprogrammation et finalement de marge de liberté. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'origine d'un parcours, c'est toujours un petit peu difficile à identifier, en tout cas en ce qui me concerne sur les années relativement récentes. Je me suis toujours intéressé à la question de l'environnement. J'ai même un passé associatif militant dans ce domaine, et en même temps, j'ai toujours été passionné par les approches scientifiques. Je suis écologue, écologie scientifique. Et donc, il y a très longtemps, je me suis engagé dans la création de formations ou de structures de recherche en environnement. J'ai participé à la création de l'INE au CNRS, j'ai monté une UFR sur l'environnement, j'ai contribué aussi à monter deux masters sur le sujet. Et donc, plus récemment, Jean Jouzel, dont je reparlerai tout à l'heure, m'a proposé donc de rentrer dans un groupe de réflexion sur la transition écologique. Et pour moi, c'était finalement une espèce de, peut-être pas d'aboutissement, mais en tout cas une suite logique de ce que j'avais essayé de monter de façon concrète pour donner là une dimension peut-être plus forte à ce que je considère comme étant une évidence aujourd'hui, la nécessité de faire en sorte que tout le monde dispose d'éléments pour se positionner, pour réfléchir à ce truc incroyable qui est devant nous, qui s'appelle la transition écologique. Merci beaucoup à tous les trois. Justement, pour rebondir là-dessus, vous avez participé à la rédaction du rapport Jouzel, sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pourriez nous esquisser assez rapidement les grands enjeux qui sont sortis dans ce rapport ? Oui, déjà, une partie de l'enjeu était dans la lettre de commande de la ministre. Donc à l'époque, c'était Frédérique Vidal, c'était début 2022. Elle écrit donc à Jean Jouzel en lui demandant de présider un groupe de travail pour répondre à la question comment on forme l'ensemble des étudiants du supérieur en France à la transition écologique. Si on prend les mots-clés de cette phrase, c'est assez impressionnant. On parle de formation. Pour moi, formation, ça veut dire, je parle sous le contrôle de mon collègue, formation, ça veut dire c'est dans le diplôme. C'est certifié, ça donne des crédits, c'est pas juste de l'initiation. Donc c'est quelque chose de fort. L'ensemble des étudiants, quel que soit votre parcours, vous faites de la physique nucléaire ou de la philosophie antique, vous devez y passer, vous êtes concerné par ça. Et puis dernier point, on parle de transition écologique. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête de la ministre quand elle a employé cette formule de transition écologique. Pour moi, c'est fort. Écologique, ça veut dire, ça vient de oikos, ça vient de l'habitat, donc c'est comment on fait pour revenir à une planète habitable. C'est quand même pas rien comme enjeu. Donc quand on a une lettre de commande comme ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Donc on a travaillé, une vingtaine de personnes qui ont été essentiellement d'ailleurs identifiées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on a en fait deux rapports. On a fait un premier rapport qui cadrait un petit peu les choses, qui donnait des grands principes. Et puis ensuite, on nous a demandé donc d'approfondir et d'aller plus dans le détail. Et c'est le deuxième rapport dont on a beaucoup plus parlé que par rapport au premier en tout cas, donc le fameux rapport Jouzel, dans lequel on a proposé un certain nombre de recommandations. Et ce qui est intéressant, qui n'était pas forcément gagné à l'avance, moi j'ai pas l'habitude, je n'ai pas passé ma vie à faire des rapports officiels, mais l'idée c'est que quand même il y a un risque non négligeable pour que ça donne pas grand-chose et que ça finisse sur une étagère poussiéreuse. Non, là, il se trouve que cette démarche engagée a résisté
à l'élection présidentielle et au changement de ministre, puisque la nouvelle ministre s'est emparée du sujet. Et finalement, il y a un certain nombre de recommandations fondamentales que je vais juste rappeler du rapport Jouzel qui sont aujourd'hui reprises par ce ministère. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est pas si fréquent que ça, parce que c'est quand même un changement assez fort, ça a été dit précédemment, qui est engagé. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport ? On dit en gros que pour répondre déjà à la demande étudiante, c'est quand même le boulot d'un universitaire, c'est quand même aussi de répondre à une demande des étudiants. Et ça a été rappelé au début, vous en avez fait partie. Tout ça n'aurait sans doute pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette forte pression organisée d'une partie importante des étudiants. Et donc dans la recommandation, c'est simple, on dit tout le monde devrait disposer de connaissances et de compétences de base pour pouvoir raisonner cette question de la transition écologique et ensuite faire ce qu'il croit devoir faire ou pas dans son métier ultérieur, qu'il soit plombier ou préfet ou chercheur. Et donc dans les recommandations, on dit il y a un socle commun de connaissances et de compétences tout le monde doit y passer. Et pour respecter l'idée que 100% des étudiants puissent avoir accès à ça, ce qu'on propose, c'est que ça se passe sur les 2 ou 3 premières années. Et donc, dans le rapport Jouzel, on a essayé d'être le plus ouvert possible, donc on a évité d'être trop prescriptif. Là, on a quand même osé être un peu prescriptif et quantitatif, puisqu'on a dit, ce truc-là, ça devrait être 6 crédits. Alors, 6 crédits qui se répartissent comment ? 3 crédits sur un socle commun, et puis 3 crédits, donc premier cycle, pour approfondir le lien entre chaque discipline, et puis la question de la transition écologique. Alors on parle de connaissances et de compétences. Ça vaut le coup aussi de dire 2 mots là-dessus, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même enjeu pour le monde universitaire en général. Connaissance, j'ai envie de dire, c'est un truc qu'on sait faire ça dans l'université. Donc pour moi, c'est pas très compliqué. Après, il y a des problèmes pratiques, il faut trouver le temps, etc. Il faut vaincre des résistances, un tas de choses. Rien de très original finalement. Mais ça, on sait faire. Par contre, compétences, c'est compétences à quoi ? C'est compétences à l'action pour l'action. Puisque quand on parle de transition, c'est une perspective de changement. C'est pas juste savoir pour savoir, c'est savoir pour changer, pour agir. Donc comment former à l'action autrement que par l'action, c'est un petit peu compliqué. Et ça, je pense que c'est l'enjeu le plus compliqué aujourd'hui pour le monde universitaire. Pour former à l'action, il faut être capable de proposer des vraies situations, des mises en situation pour les étudiants. Donc ça veut dire qu'il faut développer plus qu'on l'a fait jusqu'à présent, des partenariats avec le monde non académique, des ONG, des collectivités publiques, des entreprises, etc. Et ça va demander un effort colossal parce que c'est pas forcément dans notre culture, c'est pas forcément dans nos organisations et nos partenaires n'ont pas forcément ça non plus en tête. Donc ça, pour moi, ça va être l'effort le plus difficile, mais je pense que c'est essentiel si on veut une formation qui ait des effets vraiment transformants. Donc voilà, ça c'est le message essentiel, je pense, pour pas être trop long, du rapport Jouzel, c'est faire en sorte que chacun puisse se positionner sur la question. Il ne s'agit pas de délivrer, c'est un risque aussi, parfois ça a été interprété comme ça, il ne s'agit pas de délivrer un catéchisme tout fait, un prêt à penser, non, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir les éléments pour se faire soi-même son opinion et voir soi-même comment on peut naviguer dans cette transition écologique. Voilà. Et donc je confirme que ça bouge de tous les côtés depuis quelques années, ce qui est quand même rassurant, puisque alors moi qui ai un certain âge maintenant, comme vous pouvez le constater, franchement, pendant des décennies, défendre ce genre de choses, c'était vraiment passé pour au mieux un gaucho, au pire pour un taré complet, quoi. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter cette vision qui était donc centrée sur l'enseignement supérieur, les formations en licence, master, etc. Flore Vasseur, est-ce que vous pourriez, à la lumière justement de votre parcours, vous l'avez dit, vous avez bifurqué selon vous, comment est-ce qu'aujourd'hui, quel regard vous portez sur d'abord la formation initiale que vous avez eue et dans ce thème d'éduquer pour transformer, là on a parlé de l'éducation la plus entre guillemets conventionnelle dans une formation diplômante, quel type d'éducation, sur quel type d'éducation vous avez pu travailler sur la question de la transition ? Wow. D'abord, je voudrais vraiment redire que sans votre travail à vous, je pense que personne n'aurait bougé. Donc, c'est parce que les étudiants râlent, se mobilisent, et demandent et exigent des choses comme vous avez pu le faire et secouent l'institution que ça a bougé. Et la grande chance, c'est effectivement d'avoir dans ces institutions
à un moment, quelqu'un qui entend et qui embrasse, et quelqu'un derrière, comme Madame la ministre Taillot maintenant, qui marque et qui prend, et qui suit par conviction personnelle. Et ça, cette stratégie d'alliance, elle est, je pense qu'elle est au cœur effectivement de ce processus-là. Et moi, c'est quelque chose que je vis humblement avec mon film, parce qu'en fait, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu le rapport Jouzel, qui a fait qu'effectivement, il y a eu une mobilisation au niveau du ministère. Et aujourd'hui, notre film, grâce à ce rapport, a été montré à tous les chefs d'établissement, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés l'année dernière, les chefs d'établissement universitaires l'année dernière, en proposition pour que chacun des chefs d'établissement organise des projections. Alors on n'est pas dans des crédits, on n'est pas un DU, on n'est pas tout ça, mais ça fait partie des outils et de la mallette qui est en train d'être mise en place au niveau du ministère pour équiper les chefs d'établissement pour qu'ils répondent à cette demande étudiante, ne serait-ce que parce que ça pousse tout le temps en fait. Moi, ça fait 2 ans qu'on tourne avec le film et ça fait 2 ans qu'on voit des étudiants qui sont frustrés, inquiets. Encore hier soir, une jeune fille de 19 ans qui est venue me voir, elle était en biologie, elle me dit « mais est-ce qu'il faut que j'arrête mes études pour aller rejoindre Extinction Rebellion ?» quoi. Donc voilà, au-delà de la charge responsabilité, enfin, je veux dire, je sais que c'est des questions qui sont dans la tête de nombre d'étudiants et avec laquelle vous devez négocier aussi. Donc encore une fois, il se passe quelque chose de très très fort en ce moment, mais vous avez allumé le truc. Donc merci et ne lâchez pas. Parce qu'il est trop confortable de revenir à la position initiale. Donc il faut mettre le pied dans la porte. Moi, mon sentiment, c'est que on s'éduque toute la vie, en fait. Et sans remettre en cause du tout le rôle de l'université, pour moi, c'est un moment où on ouvre, pas un moment où on ferme. Et ce grand souffle de la transition écologique, j'aurais préféré écologique et solidaire honnêtement, mais bon bref, allons-y, c'est l'ouverture. C'est vraiment d'ouvrir, mais de ne pas infantiliser. Et je suis heureuse d'entendre que ce n'est pas une doxa qu'on va projeter sur les uns les autres, mais que c'est une série d'outils dont, très humblement encore une fois, le film, pour se dire c'est possible. T'as ta place. Quelle que soit ta formation, de toute façon, ça va tellement tout influer, tout changer, que la question est celle de la malléabilité du cerveau. La question est celle du rebond. La question est celle de, encore une fois, j'insiste, la liberté intérieure. Et cette marge de manœuvre à l'intérieur. Peut-être que ma génération, on a été éduqués dans l'idée qu'il y avait un job dans la vie, qu'il y avait une fonction, qu'il y avait une trajectoire. Tous mes potes ont bifurqué 50 fois. Dans cette génération, la vôtre, ça sera 200 fois. Et donc, pour moi, c'est ça que l'université doit ouvrir aussi maintenant. Et c'est vrai que c'est une remise en cause fondamentale, parce qu'il y avait les savoirs, les trucs, mais c'est une joie aussi énorme de se dire que tout est dans tout, en fait, et que tout est lié. Donc, je ne pense pas du tout avoir répondu à la question, mais voilà, je passe la parole. Si, ça a à peu près répondu. Peut-être pour parler assez concrètement, parce que c'est vrai que c'est globalement, je pense que tous les 4 ici et globalement vous, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on s'éduque tous à la transition, il faut faire des nouveaux cours, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui où on commence à être globalement convaincu de cette idée, ça met encore du temps à se mettre en place? Qu'est-ce qui est compliqué? Comment on fait pour le faire vraiment, l'amener concrètement dans les enseignements? Et Flore, je vous laisse. Ouais, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez, parce que c'est presque une demande. Moi, j'ai eu la chance de travailler, et j'ai la chance de travailler avec effectivement des jeunes, parfois non diplômés, qui font des choses extraordinaires pour leur communauté, qui ne se posent même pas la question de est-ce qu'il faut transitionner ou pas transitionner. La question est est-ce qu'on peut survivre? Voilà. Et ces personnes, souvent, ne sont pas diplômées. Et j'ai été très touchée parce que dans les personnes avec lesquelles je travaille, il y a une femme qui s'appelle Marie Finn, qui est anglaise et qui, à 18 ans après son bac, a décidé de partir à Lesbos pour s'engager auprès des réfugiés et de faire du sauvetage en mer. Elle a fait ça pendant 5 ans, elle est partie travailler pour SOS Méditerranée, etc. Elle s'est retrouvée à 23, 24 ans, sans diplôme. Eh bien, je suis très émue que l'université de Bristol ait validé son parcours humanitaire comme diplômant et l'a accueilli au niveau master
pour qu'elle ait un master, en l'occurrence en Refugee Care, qui vienne valider son expérience professionnelle. Je pense qu'il y a une des pistes, je voulais la glisser parce qu'il y a une des pistes qui est celle-là, parce que je pense que pour l'étudiant, et je pense à la jeune fille tout à l'heure qui disait, mais est-ce que je continue ma bio ou est-ce que je vais chez Extinction Rebellion ? Si un jour on arrive à se dire qu'on arrive à valider un parcours militant, alors là, on va non seulement transitionner, mais on va vraiment transitionner très vite, quoi. Parce que c'est une contrainte. Cette question du temps et où est-ce que je mets mon énergie, elle est pour chacun de nous. Mais à cet âge-là, tellement viscéral, c'est tellement un moment important, ça serait vraiment magique. Alors, faut pas se cacher, ça va pas être simple, voilà. Donc, dans une université, effectivement, comme le disait Luc, on sait faire la formation, on sait transmettre le savoir, c'est notre fonds commerce. On sait construire aussi les savoirs de demain avec nos unités de recherche. Alors après, maintenant, on a énormément développé aussi la formation continue tout au long de la vie. Donc là, ça s'est énormément développé. Rien qu'à l'université, je crois qu'on a dû tripler évidemment ce qu'on faisait en 4 ans, hein, donc c'est énorme. Et la validation des acquis d'expérience, là, c'est effectivement des choses qui se développent énormément. Après, là aussi, il faut être vigilant à ne pas, on utilise beaucoup le terme, dissonner. C'est-à-dire, effectivement, d'un côté, on va vouloir former, embarquer nos équipes. C'est pas toujours simple aussi de convaincre les collègues qu'il va falloir rogner sur des savoirs disciplinaires. Chacun tient à son heure pour pouvoir être sûr qu'ils transmettent le bon savoir. Donc il y a ce travail évidemment à faire. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, il faut que l'université fasse sa propre transformation aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse montrer qu'elle soit elle-même en transition. Voilà. Et ça, c'est tout le travail aujourd'hui qu'on est en train de faire. Et c'est là où on dit que ça s'accélère énormément. Moi, je le vois évidemment au sein de notre université, mais je le vois aussi avec les autres universités à travers les différents réseaux dans lesquels on participe. Mais pour vous donner une petite idée, là, dans notre université, en 2019, on avait un chargé de mission développement durable et responsabilité sociétale. Voilà. Donc, effectivement, il était dans l'équipe présidentielle. Il a fait énormément de choses, hein. Aujourd'hui, 4 ans après, là, c'est moi qui porte la mission, mais en tant que vice-président du conseil d'administration. C'est pas neutre, ça veut dire que c'est l'organe décisionnaire de l'université qui porte cette mission. On a une mission des DRS aujourd'hui qui s'étoffe petit à petit. On a 2 permanents, un 3e qui vient de nous rejoindre, on a un alternant, on a 5 chargés de mission qui nous accompagnent sur différentes thématiques, que ce soit l'accompagnement des unités de recherche dans l'élaboration de leur bilan carbone et du plan d'action qu'on doit mettre en œuvre derrière. On a une vice-présidente patrimoine en charge de la transition écologique et énergétique, avec un plan ambitieux de rénovation de l'ensemble de notre patrimoine universitaire qui malheureusement est très ancien et construit à une époque où les préoccupations énergétiques n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour. Donc voilà, il y a des enjeux énormes qui sont derrière, donc là financiers pour le coup. Et évidemment, il faut qu'on puisse montrer au moment où on va monter ces formations que oui, effectivement, il faut aller vers la transition et que votre université qui est en train de vous former est pleinement engagée dans cette transition. Donc là, aujourd'hui, c'est tout le travail qu'on est en train de faire, donc de transformation de notre université. Et là, dans l'année qui vient, on a un programme ambitieux d'embarquement de l'ensemble des communautés, qu'elles soient dans un premier lieu la communauté dirigeante, donc c'est-à-dire les directeurs d'unités de formation, les directeurs d'unités de recherche, les directeurs de services. On a beaucoup de directeurs chez nous. Voilà, mais on est une grosse université aussi. Mais il faut d'abord commencer par les convaincre aussi, eux, d'embarquer ensuite leur propre communauté. Dans le même temps, on disait, c'est les étudiants qui ont commencé à lancer le mouvement. Donc il faut aussi continuer à leur donner les moyens d'expression et de faire remonter aussi leurs attentes, de pouvoir monter aussi des projets donc dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est toute cette démarche-là donc, dans laquelle on est engagé pendant l'année 2024 qui nous attend, et pour avoir comme objectif d'imaginer c'est quoi l'université en 2030. Alors, on parle beaucoup de 2030, certains 2040, 2050. 50, c'est beaucoup trop loin. Voilà.
On a choisi de parler de 2030. Pourquoi ? Parce que 2030, ça va venir très vite. Voilà, donc on est toutes et tous concernés par ce qui va se passer en 2030. Et ça nous laisse quand même un petit peu le temps de changer la direction du gros paquebot, voilà, pour le mettre sur ce nouveau cap, ce nouveau rail, on prend ce qu'on veut, peu importe, et pour pouvoir enclencher justement cette transformation. Donc voilà ce qui nous attend dans les années à venir. Et pour ça, honnêtement, je suis assez confiant. Oui, peut-être du coup souligner 2 points qui viennent d'être abordés, qui sont très importants et qu'on a essayé de mettre en avant aussi dans le rapport Jouzel. Le premier point, c'est que tout ça ne marche que si c'est une politique d'ensemble, et notamment une politique d'établissement, mais aussi une politique du ministère. Donc ça passe par évidemment la question des campus. Le campus, c'est un cadre d'apprentissage, c'est un exemple en quelque sorte, et c'est vrai que c'est un peu parfois compliqué d'aborder la transition écologique si on a un campus qui s'écroule et qui a un bilan énergétique catastrophique. Donc il y a un problème de cohérence d'ensemble, mais il y a un problème de cohérence au niveau de l'établissement. Et ce qu'on voit là qui est en train de changer, c'est qu'en fait, il y avait plein de gens qui s'occupaient déjà de la transition écologique. Il y avait des enseignants, des individus, des petits groupes, des étudiants. Il y a même des étudiants qui ont organisé des cours en parallèle de leur administration dans certains établissements. Donc il y avait plein d'initiatives, je dirais plutôt du niveau individuel. Là, ce qui est en train de changer, c'est que ça devient une politique d'établissement. Il y a des vice-présidents, des chargés de mission, c'est dans le contrat avec le ministère où ça va l'être. Voilà. Donc ça, c'est important pour 2 raisons. D'abord, pour vraiment avancer sur des choses concrètes, mais il y a aussi parfois des choses non concrètes. C'est-à-dire qu'on peut créer des situations qui sont favorables à l'émergence de politiques. Vous pouvez créer des instituts transversaux, vous pouvez créer des types d'enseignements différents. Il y a plein de choses possibles qui vont faire quoi ? Qui vont permettre à des individus qui ont des idées de s'exprimer et d'avancer. Et ça, c'est très important. Donc ça peut venir, c'est à la fois du top-down et du bottom-up, le bottom-up étant finalement de créer les conditions qui permettent d'avancer. Le deuxième point, c'est la question de l'engagement. J'ai parlé tout à l'heure de la difficulté sur la partie compétences pour l'action. Oui, l'engagement étudiant, qu'il se situe dans l'établissement universitaire ou à l'extérieur, sur des ONG ou autres, sera davantage que par le passé reconnu. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement pédagogique, il faut que ce soit évalué, validé, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais là, on reconnaît effectivement que dans les compétences qui sont nécessaires pour relever ce grand défi, oui, ça peut être acquis aussi à l'extérieur de l'université, sous réserve, encore une fois, de validation par l'université. Alors pourquoi ? Puisque votre question aussi, c'était pourquoi ça se passe maintenant, finalement, tout ça ? Ça se passe maintenant parce que tout le monde est en train de s'apercevoir qu'on est bien embarqué dans un gros problème. J'entends souvent l'expression, on l'a encore entendu tout à l'heure, on va dans le mur. Pour moi, c'est pas on va dans le mur, c'est on est dans le mur là. On est en train de s'écrabouiller sur le mur. Et donc, ça devient manifeste pour beaucoup de gens. Et c'est ça qui explique la montée de la pression et de la prise de conscience, tout simplement. C'est un peu malheureux d'être obligé d'attendre d'en arriver là. Mais c'est, je pense, le facteur explicatif numéro 1. Et cette demande de changement qui répond à une inquiétude, si ce n'est une angoisse. Si on est un peu lucide, on voit bien que... voilà. Alors il faut le voir, ce grand défi, et c'est là que la formation, du coup, intervient à nouveau. C'est un grand défi, c'est une catastrophe, mais si c'est pris à bras-le-corps, ça peut être aussi une période extraordinaire de créativité, de révision, de hiérarchie de valeurs, de nos organisations, etc. Donc il faut le voir comme ça. C'est une espèce de guerre qui s'engage contre cette dégradation de l'environnement, mais ça peut être extrêmement positif sur la cohésion sociale, sur la créativité, etc. Donc voilà, alors je sais que c'est un peu théorique quand c'est dit comme ça, mais c'est aussi ça qu'on doit arriver à faire à l'université, c'est montrer que ce défi peut être relevé et que c'est une occasion pour régler quand même un tas de problèmes, des questions d'équité, etc. Enfin, je parlais tout à l'heure de transition écologique et sociale ou et solidaire. D'ailleurs, le ministère de la Transition écologique, il y a quelque temps, s'appelait le ministère de la Transition écologique et solidaire. Je pense que c'était un titre excellent et je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé le solidaire, d'ailleurs. C'est une petite tendance à changer les noms tous les 3 ans, mais... peut-être pour compléter ce qu'on dit sur éduquer pour transformer, il y a une chose qui est de former, qui est de donner des connaissances et aussi des compétences, de savoir, mais on le voit par de nombreuses études, le fait de savoir ne fait pas qu'on agit. Il y a quand même un cap entre je suis au courant qu'on a des énormes problèmes environnementaux, que la société ne va pas dans le bon sens, et moi, en tant qu'individu, en tant qu'étudiant, en tant que
en tant qu'employé, etc., je fais changer les choses. Peut-être, Flore Vasseur, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans votre film, où à la fois vous arrivez, et je pense que pour avoir assisté hier à Bigger Than Us, c'est évidemment un chamboulement pour honnêtement tous les spectateurs, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, mais ensuite pour que ça ne reste pas juste une expérience cinématographique et qu'il se passe quelque chose derrière, comment vous arrivez à embarquer sur le long terme et pas juste faire un réveil qui ensuite J'étais pas partie pour ça, moi, donc je voulais compléter, effectivement, merci. Ce que je disais tout à l'heure sur il se passe quelque chose en ce moment avec le film, c'est que suite à ce que vous avez écrit et puis l'engagement, je pense tout à fait éthique de la ministre à prendre ce rapport qui n'avait pas été fait sous son ministère, mais à le mettre en place. Le film est déployé dans les universités qui en font le souhait pour des projections auprès des étudiants et un débat avec nous, s'ils le veulent, comme vous l'avez vécu hier et comme vous l'avez organisé. Encore merci. Donc ça est en train d'arriver et ça a démarré en septembre et on en est à 70 établissements. Je crois que vous êtes 217 ou 286, je ne sais plus. Voilà. Bon, bref, on est quand même bien parti, quoi. Et c'est incroyable parce que ce que je trouve magique, c'est que les chefs d'établissement réagissent. Alors vraiment, et ça c'est et vous l'avez vu, le film est assez frontal et la discussion derrière est pas confortable. Mais c'est quand même juste énorme de se rendre compte que ça part. C'est-à-dire que ces espaces dont vous parliez tout à l'heure, dans lesquels c'est ok d'échanger des idées, de débattre, etc., sont en train de se créer et ce film, parmi d'autres, est une occasion de le faire. Et je pense que c'est très important. Dans le film, Melati, qui a 18 ans à l'époque, dit quelque chose de très juste, constatant que tout ce qu'elle a appris ne sert à rien et qu'on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, dit « ce qui nous reste, c'est de nous éduquer les uns les autres ». J'étais très touchée d'entendre qu'il y avait des étudiants qui créaient leurs propres cours en marge de la formation académique. Je suis vraiment touchée par cette volonté de vivre, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle là ? On parle d'une volonté de vivre et de se battre. Vous avez dit c'est une guerre, ou une bataille en tout cas, et elle peut être joyeuse, elle peut être, et en termes de cohésion sociale, etc., très très forte. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je disais, j'étais pas partie pour ça. Moi, je suis partie faire un film sur des jeunes de 18 à 25 ans qui changent la donne dans leur communauté parce que je voulais répondre à la question de mon fils, qui à l'époque avait 7 ans et qui m'a dit « Maman, ça veut dire quoi ? La planète va mourir et qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle meure pas ?» C'était mon impulsion première. Et je me rends compte que cette question, rephrasée différemment, elle est pour tout le monde. Elle est universelle, en fait. Et donc, le film a fait sa vie de film, très courte. Et maintenant, c'est un objet. C'est un objet culturel, pédagogique. Les professeurs s'en saisissent, beaucoup dans les collèges, les lycées. Maintenant, à l'université, c'est vraiment... Je suis très, très émue par ça. Et j'aurais jamais imaginé. Donc, on a créé un gros site qui est un lieu ressource ouvert en Creative Commons avec toute la recherche qu'on a faite, nous, pour créer ce film. Énormément de kits pédagogiques, alors pas encore pour les universités, mais vraiment pour les professeurs du collège et du lycée. Énormément de vidéos pour déclencher, non pas seulement le savoir, alors oui, la pollution, nanani, nanana, mais l'engagement, c'est quoi ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je dois affronter ? Quelles sont mes peurs ? Quelles sont les résistances ? Beaucoup de savoir-être, en fait, qui est très, très important, avec des cartes dans tous les sens pour s'engager. En fait, toutes ces choses-là existent. On n'a pas réinventé quelque chose. On a juste essayé de centraliser un endroit pour que les gens, comme une grande bibliothèque, rentrent et sortent avec ce qu'il leur faut. Et tout ça, c'est totalement expérimental. L'industrie du cinéma me regarde comme une extraterrestre. Et ça fait 2 ans que je devrais être sur un autre film, parce que dans mon industrie, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est en faisant le film d'après. Bon, j'ai décidé de ne pas le faire, et c'est merveilleux. Parce qu'effectivement, je vais peut-être un peu vous plomber, mais je considère que je n'ai pas vraiment le temps de faire un autre film, en fait. Il vaut mieux que je suis plus utile à continuer, et ça me touche que ça vous ait touché, même s'il a 2 ans, il ne vieillit pas en fait. Je suis plus utile avec cet outil-là à partager au plus grand nombre pour embarquer sur ce que vous allez faire vous, ce que vous allez faire vous. En fait, on est tous dans une courbe d'apprentissage là. On est tous dans un chemin d'apprentissage où on s'échange des trucs et où tout fait sens. Et ce qui est magique dans ce qu'on vit, je pense qu'à partir du moment où vous êtes lancé, tout est lié.
tout est lié, tout devient appui, rebond et possibilité d'un autrement, et c'est quelque chose qu'on est en train de créer. Et ça, honnêtement, c'est tout à fait jouissif. Donc voilà, je suis très heureuse de vous rencontrer et de vous dire que c'est une... En fait, voilà. L'intelligence, ça y est, merci. L'intelligence, c'est l'énergie qui apprend. Et je crois qu'on est en train de vivre ça. Je pense qu'en tant qu'étudiante, et peut-être que c'est une question que vont partager beaucoup d'étudiants aujourd'hui au Forum Séisme, on se pose à peu près la même question que votre fils de 7 ans, on n'a pas beaucoup avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au sein de l'université? Parce qu'on en parle, nous, au sein du collectif, nous, globalement, on fait un engagement associatif en parallèle de nos études, mais on aimerait faire bouger, pouvoir avoir de l'action au sein même de l'université, des écoles, etc. Pour vous, quel est le rôle des étudiants à jouer dans cette grande transition du supérieur? Alors, il y a beaucoup d'espace et des terrains de jeu pour les étudiants au sein de l'université. Alors, parfois, on ne le sait pas, parce qu'on vient d'arriver à l'université. C'est un grand changement par rapport, évidemment, au lycée. Il y a déjà une prise de marque à prendre. Mais après, les espaces, ils existent. Alors, il y a déjà des espaces d'investissement au sein des conseils pédagogiques des facultés, dans le conseil de gestion d'une faculté, dans les conseils centraux des universités. Donc là, il y a des élus étudiants qui ont pleinement leur place. Donc on peut déjà s'engager à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'engagement. Après, il y a évidemment tout le niveau associatif. Là, il est extrêmement riche dans les universités et dans les écoles. Donc là, il y a un niveau d'engagement qui est infini. Moi, je sais que... je suis assez libre d'en parler. Moi, je ne m'étais pas beaucoup engagé quand j'étais étudiant à l'époque dans une association. C'est des choses qui sont arrivées beaucoup plus tard. J'en ai parlé à mon propre fils qui, lui, évidemment, il y allait beaucoup plus rapidement. Et honnêtement, je ne vais pas dire qu'il a beaucoup plus appris que pendant toute sa formation, mais il a appris des choses différentes. Il a acquis des compétences qu'il n'aurait pas acquises dans son école. Moi, si aujourd'hui je suis devenu vice-président de l'université, c'est parce que je me suis engagé à un moment donné dans une association, alors en lien avec le handicap, en tant que bénévole au départ, mais j'ai eu envie de m'investir plus, j'en suis devenu le président, et j'ai acquis des compétences que j'ai réinvesties à nouveau dans l'université. Donc oui, le monde associatif offre une palette infinie d'investissements, et au sein de l'université, c'est effectivement possible. Alors, il n'y a pas à se dire, tiens, je vais m'investir uniquement sur l'asso qui fait de l'écologie à l'université. Non, l'association sportive ou la corpo locale ou autre chose, c'est autant de possibilités et de découvertes qu'on peut faire. Évidemment, il y a des associations dédiées. Donc, à l'université, il y a Epifree qui est sur la solidarité alimentaire. Il y a la Rustine qui fait de la réparation vélo. Et puis ainsi de suite. Donc il y en a qui sont un petit peu plus dédiés. Puis après, il y en a plein d'autres dans lesquels on peut s'investir. Alors à l'université, là, cette année, on a créé également un réseau d'ambassadeurs étudiants transition. Donc là, qui est sous la coordination d'une vice-présidente étudiante en charge de la transition écologique pour un développement soutenable. Donc ça n'existait pas comme poste, donc on vient de le créer. Donc c'est Mathilde Guerre-Lesquin qui est juste devant ici, qui est en charge d'accompagner nos étudiants. Et donc là, l'idée, c'est d'aller aussi vers nos étudiants pour faire remonter leurs attentes, les accompagner aussi dans les projets qu'ils voudraient monter au sein de l'université. Donc voilà, c'est autant de lieux d'expression. Et après, il y a également des enseignements dans lesquels on demande aux étudiants de prendre la place aussi des enseignants. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui existent. Une des dernières, c'est à la faculté de pharmacie. Il y a une rentrée climat où c'est les étudiants qui ont fait les enseignements autour du cycle de vie du médicament pour les deuxièmes années qui arrivaient à la faculté. Donc voilà, c'est tout un tas d'espaces qui existent aujourd'hui et qu'on est en train d'étoffer pour permettre aux étudiants de s'engager. Donc l'engagement, oui, c'est important. Il est reconnu, il y a des UE
qui existent déjà, qui sont inclus dans les maquettes, dans certaines composantes, qui reconnaissent justement déjà aujourd'hui l'engagement des étudiants, que ce soit au sein de l'université ou également à l'extérieur, hein, peu importe en réalité. Et puis il y en a d'autres où ça se fait en supplément du diplôme, mais peu importe, du moment que ça soit évidemment reconnu. Peut-être comme on n'a plus énormément de temps, malheureusement, c'est passionnant. Est-ce que vous auriez alors c'est pas toujours facile, mais un conseil aujourd'hui aux étudiants devant vous, comment bien choisir sa formation et voilà, aujourd'hui en tant qu'étudiant, comment on fait les bons choix et on va aux bons endroits? Oui, je peux essayer de répondre à ça. Je pense que il faut que les étudiants, ils l'ont déjà fait, manifestent une exigence sur ces questions-là. Voilà. Si cette formation qui m'intéresse n'est pas en mesure de répondre un peu à ma demande sur cette question de connaissances et de compétences en transition, peut-être il ne faut pas y aller, parce que je ne vais pas trouver ce que je cherche, mais aussi parce qu'à mon avis, dans le futur emploi de l'étudiant, quel que soit cet emploi, je pense que être capable de montrer qu'on a une compétence sur le domaine, c'est un plus pour l'employeur. Et j'ai même tendance à penser qu'une boîte qui recruterait des gens aujourd'hui sans du tout s'intéresser à ces questions-là, vaut mieux pas y aller, parce qu'à mon avis, la boîte va pas tarder à disparaître. Parce qu'elle va pas être sur les enjeux, y compris techniques et commerciaux, mais tout simplement pas non plus sur les enjeux éthiques qui deviennent importants également dans l'image de marque et finalement la crédibilité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, ça doit être une exigence, mais au fond, ça n'a rien de révolutionnaire tout ça. On a déjà fait des choix politiques de ce type-là, où on s'est dit, pour qu'un étudiant dans sa vie future il puisse s'en sortir correctement, il faut qu'il maîtrise une langue étrangère. Et on a dit c'est obligatoire. Puis après, on a dit il faut qu'un citoyen d'aujourd'hui ait un minimum de compétences en numérique. Et on a rendu ça obligatoire. Là, il y a un nouvel épisode qui dit un enjeu majeur du XXIe siècle, si ce n'est, on pourrait presque espérer que ça devienne l'enjeu majeur, au lieu d'avoir des enjeux liés à l'actualité, que vous connaissez. Oui, il faut avoir une compétence sur cet enjeu majeur. Voilà. Je pense que c'est un choix. Rendre ça quasi obligatoire, c'est ce que j'espère c'est ce qu'est en train de faire le ministère. C'est un acte politique au sens noble du terme. On a pris une décision collective. Voilà. On espère qu'on ne se plante pas, mais je suis convaincu qu'on ne se plante pas. Pour compléter, est-ce qu'il y a une formation qui répond aux enjeux de demain? Évidemment que non. Voilà. Toutes les formations, comme on le disait, évidemment, sont concernées. Tous les métiers sont concernés. Donc la formation que vous devez choisir, c'est évidemment celle qui répond le plus à vos aspirations, à vos envies. Donc c'est plutôt ça le premier choix qu'il faut faire. Et après, forcément, il faut aller chercher aussi la formation dans laquelle vous sentez qu'il y a aussi une prise en compte des enjeux demain. N'hésitez pas aussi à challenger aussi vos enseignants, poser des questions dans les cours, être présent pour aussi les inciter à faire évoluer aussi leur formation. Hein. Certains font la même formation depuis 20 ans, 30 ans. Hein. Voilà. Faut avoir quand même ça en tête. Donc si du jour au lendemain, on dit oui, maintenant, dans votre UE, il faut commencer à intégrer les enjeux de la transition écologique, je dis mais comment j'intègre ça moi, dans mon UE de physique? Voilà. Si, c'est possible. Mais il faut venir les pousser à le faire. Ça ne peut pas être que descendant de la présidence. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qui marche, c'est effectivement, s'ils voient qu'il y a une attente et il y a une envie des étudiants sur ces questions-là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, un des engagements effectivement, sur lequel vous pouvez jouer, c'est être moteur dans la formation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de poser les questions qu'il faut. Voilà, peut-être parfois l'enseignant sera surpris, n'aura pas forcément la réponse tout de suite, mais c'est aussi un enseignant-chercheur, donc il ira chercher la réponse, il reviendra vers vous, il faudra évoluer son enseignement, et je pense que ça passe par là. Et après, le conseil, alors il faut évidemment, de la curiosité, forcément, pour envisager les enjeux de demain. Donc il faut aller explorer, apprendre, aller vers la formation qui vous interroge le plus. Et après, évidemment, tous, on va avoir besoin de courage. Voilà. Parce qu'une fois qu'on sait, qu'on a compris où sont les enjeux,
eh bien, il faut avoir le courage de s'engager, d'aller peut-être vers une entreprise qu'aujourd'hui, elle est toute petite, elle est émergente, mais c'est là où est l'avenir. Et il faut avoir de la persévérance. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça ne va pas marcher du premier coup, ça c'est sûr. Vous allez rencontrer des résistances énormes. Voilà. Mais voilà, vous avez les cartes en main pour faire bouger les choses et j'espère que l'université sera un lieu qui vous permettra justement cet engagement, ce savoir et puis la possibilité d'action que vous aurez en sortant de l'université et en y revenant évidemment pour continuer à apprendre, comme disait Flore, et à faire évoluer l'entreprise dans laquelle vous serez. Voilà. Et Flore, un petit mot de la fin. Là, je pense qu'on est tous, vous l'avez dit vous-même, on est tous d'accord, on est tous contents de se retrouver, on se tient chaud. La vérité, c'est que souvent, on est tout seul et que on mène tous des batailles. C'est 4 batailles différentes, mais voilà, et que souvent, il y a beaucoup de résistance en face, parce qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il va falloir renier sur certains enseignements, il va falloir se remettre en cause, il va falloir faire de la place à du différent, il va falloir faire de la place à ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, j'ai une petite pensée pour ce sentiment de solitude et d'isolement que parfois, je suis sûre, dans la salle, vous avez expérimenté. Pas maintenant, mais voilà, dans le grand bain de l'indifférence générale à laquelle on est confronté. Donc, à tous les étudiants qui sont là, je veux vraiment vous redire qu'il y a une intention qui est très forte et qui est posée et qui est sincère. Combien de temps ça va prendre pour que ça arrive jusqu'à concrètement des dispositions dans votre DU, BU, j'en sais rien, voilà, je ne sais pas. Mais ne désespérez pas parce que je pense que vraiment, encore une fois, votre cri a été entendu, il est entendu, il ne faut pas relâcher la pression. Et il faut, je vais vous raconter juste une anecdote, savoir ce qu'on a en face de nous. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été très honorée d'être reçue dans une très grande fac parisienne d'économie que je ne nommerai pas, qui avait organisé une projection. Ils avaient réservé un très grand amphi de 450 personnes. Ils avaient communiqué dans tous les sens. Je les voyais s'exciter sur les réseaux. Je me disais, ça va être plein. Dorothée me dit, c'est plein, etc. J'arrive le jour même. La personne qui devait être votre homologue vient me voir et elle était livide. Il n'y avait que 80 personnes dans la salle, ce qui est déjà franchement bien. Mais bon, elle ne le sait pas. Mais voilà. Mais elle était livide et elle me dit, je suis absolument désolée. Ils sont tous partis. Et je dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Et elle me dit, il y a eu une association étudiante qui a créé un événement au même moment et ils sont tous partis là-bas. Et je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est Goldman Sachs. Je dis, bon, je vais aller voir, j'ai écrit un livre entier sur Goldman Sachs, ça me fait presque rire, donc j'y vais. En fait, c'était même pas Goldman Sachs, il y a pire maintenant, pardon. C'était un ancien élève de cette grande fac parisienne d'économie qui avait fait 2 ans chez Goldman Sachs et qui maintenant était YouTuber. Et qui faisait donc une grande conférence sur comment faire de l'argent sur YouTube, comment être dans la créateur économie, frérot, il le mettait toutes les 2 phrases, comment faire des holdings à droite à gauche pour ne pas payer d'impôts, on était dans la plus grande fac d'éco de France. Alors là, pardon, mais j'étais folle de rage. Parce qu'en fait, c'est pas que les élèves soient allés voir ça, c'est qu'à un moment, je pense qu'il y a des choix politiques à faire. Et cet enfant, ce garçon, qui donc est aussi... son métier, c'est de jouer en ligne et de se filmer pendant qu'il est en train de jouer à des video games. Voilà. C'est ça, la nouvelle économie. Et c'était ça, donc, le métier de demain dont parlait cette grande fac d'économie. Moi, je pense qu'il y a des choix politiques à faire aussi au niveau des doyens. Il y a on peut se dire que ces gens-là ont possibilité de, ou on peut aussi se dire que, non, en fait, on va faire un choix et on va dire que ça, non, c'est plus possible. Et c'est... encore une fois, j'en veux pas aux étudiants qui sont allés voir ça parce que toute la journée, on leur matraque ça. Et l'ennemi, c'est pas le cours de physique qui n'est pas nécessairement au point sur l'écologie. L'ennemi, c'est la culture de la médiocrité et de la flemme que l'on laisse véhiculer partout. Donc, s'il vous plaît, je sais que cette personne-là a dit à tout le monde qu'il intervenait gratuitement dans les universités pour avoir des followers
texto. Donc voilà, je vous donnerai son nom et on regardera si vous l'invitez ou pas.